le coup de projecteur des vraies voix. 30 septembre dernier, Lucas se décide à appeler les pompiers après une nuit de souffrance terrible à l'abdomen. Il faut imaginer Lucas en chien de fusil sur son brancard, complètement plié en deux. Il a été abandonné dans une première phase où il ne se passe rien. Il voit une fois le médecin. Et puis c'est tout, quoi. Étant donné qu'ils ont laissé le temps filer comme ça pendant des heures, ils ont condamné Lucas à mort, c'est certain. Il faut l'équivalent d'un plan Marshall si on veut sauver l'hôpital. Et donc, suite au tragique décès de Lucas, âgé de 25 ans, après une attente de 8 heures aux urgences de hier dans le Var, le Parisien, aujourd'hui en France, rapporte aussi un témoignage effroyable. Une femme a perdu la vie suite à une morsure de chien. Pendant 36 heures d'angoisse, sa famille a lutté en vain pour alerter le personnel médical de Cannes et de Grasse sur l'aggravation et l'infection de sa blessure. Oui, alors parlons vrai. Le problème des urgences est-il le principal problème de nos hôpitaux? Y a-t-il un problème de compétence au sein des urgences, au sein des personnels, quand on voit les deux drames dans le Var ou les Alpes-Maritimes? Ou est-ce plutôt un problème d'organisation, de manque de personnel? Faut-il un plan Marshall pour les urgences? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous avons fait venir Gérald Kerzia qui est avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo et auteur de leçons d'anatomie chez Albin Michel. Bonsoir, en tout cas, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, vous avez évoqué la mort de Lucas hier. Absolument, hier, la mort de Lucas, mais je pourrais reprendre donc ce que j'ai dit aujourd'hui sur, je crois, cette tragédie à Grasse. Moi, je vois 3 niveaux. D'une part, la compassion humaine pour ces morts qu'on aurait pu éviter. Et Lucas, je connais moins bien l'autre affaire, mais Lucas, c'est très clair, les SMS déchirant sa mère. Deuxième élément, hier en tout cas, une incompétence d'un médecin qui parle d'indigestion alors qu'en réalité, si Lucas avait eu tout de suite un antibiotique, il échappait à la septicémie. Ensuite, j'ose dire une responsabilité hospitalière sur l'organisation défaillante. Mais je ne voudrais pas oublier, et j'y tiens, je l'ai dit hier, la responsabilité politique suprême. On ne peut pas tout faire peser sur les hôpitaux quand depuis tant d'années, on nous promet quelque chose au niveau politique et que ça n'arrive pas. Catherine Evrard. Oui, alors écoutez, moi je pense qu'il faut... Alors, je vais plus loin. Vous avez vu que la loi immigration va faire entrer en France, et tant mieux parce qu'on en a besoin, énormément de médecins qui n'ont pas du tout les mêmes études que les médecins français. Et moi, je vais vous choquer tous, tant pis. Je pense qu'il faut faire très attention et qu'il faut laisser aux médecins français les pleins pouvoirs. Et tous ces médecins qui vont arriver, on ne sait pas très bien ce qu'ils auront fait comme études de tous les pays du monde, il faut les mettre en backup vis-à-vis de ces médecins. Alors, je vais vous choquer et en prendre plein, alors là, pour le coup, parce qu'il en manque. Bon. Et puis, le jour où on paiera bien nos médecins, parce qu'on oublie toujours la base, le jour où on les paiera bien, le jour où on les obligera d'aller faire des stages un peu longs dans des petites villes, etc. Enfin, faire du terrain, ça s'appelle faire du terrain. Ça ira déjà un peu mieux parce que plus personne ne veut déménager en premier. René Chiche. Ouais, alors moi, je sais très bien que le docteur soit là parce que moi, je m'interroge. Est-ce que c'est l'absence... C'est pas une consultation, hein. Non, pas du tout. Mais, profitons qu'il soit là, justement. Ouais. Mais après, je vais poser une question. Mais est-ce que... moi, je comprends pas si c'est l'absence de moyens dans les hôpitaux, dans les urgences, si c'est les gens qui sont pas bien formés, si c'est le personnel qui n'est pas assez rémunéré. Je sais qu'il y a à peu près maintenant 30% de postes vacants dans les urgences ou les médecins, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tout ça fait un ensemble de choses. Effectivement, c'est le pouvoir politique qui doit un petit peu prévoir à l'avance tout ça, mais vu la situation dans laquelle on se trouve, est-ce que c'est encore possible de résoudre ce problème? Et je ne sais pas si on peut poser tout de suite une question. J'espère qu'on va pouvoir le résoudre. J'entends beaucoup de choses et je vous laissais développer, mais d'abord une pensée pour les familles. C'est dramatique. Les familles de Lucas et de Thérèse, ce témoignage de sa sœur aujourd'hui dans le Parisien, ça n'aurait pas dû arriver. Malheureusement, les erreurs médicales, ça arrive. Là où c'est scandaleux et là où je rejoins Philippe, c'est qu'il y a une responsabilité médicale et j'allais dire malheureusement les équipes vont être et je pense quand il nous arrive un drame comme ça dans une équipe de soins, c'est vraiment extrêmement difficile à supporter et c'est les collègues qui vont se retrouver face à leur responsabilité médicale. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est la responsabilité hospitalière de donner de moins en moins de moyens, de mettre des infirmières ou des infirmiers intérimaires qui ne connaissent pas le service, donc on va les mettre dans des situations de difficulté. J'étais au téléphone avec un collègue chirurgien qui tous les jours quasiment a des
infirmières de bloc opératoire qui sont des très compétentes, mais qui sont des intérimaires. Elles ne connaissent pas la spécialité. Et puis ne pas oublier le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on nous met, c'est ce qui est scandaleux depuis des années, c'est qu'on nous met dans des situations de commettre des erreurs. C'est-à-dire que quand vous fermez des petits services, que vous regroupez tout sur des usines à malades ou des usines à bébés, c'est-à-dire des endroits où il y a énormément de monde, il y a un flux de patients pour faire des économies d'échelle, et on nous parle comme ça, il faut faire des économies d'échelle, c'est du lean management, sauf que une remontée mécanique avec gérer un nombre de skieurs, c'est pas gérer un nombre de malades. On nous met dans des situations à risque. Quand vous avez des équipes qui ne sont pas fixes, ça met dans des situations à risque parce qu'elles ne connaissent pas les infirmières, mais ça peut être les médecins, ce sont des gens qui ne connaissent pas le service, qui ne connaissent pas les procédures. Quand vous fermez des lits d'aval, quand vous n'avez pas de scanner de disponible, et dans l'affaire de Lucas, ce dont ce jeune homme aurait eu besoin, c'est un scanner. Sauf que quand vous n'avez pas de scanner disponible, le médecin urgentiste, il limite le nombre de scanners qu'il va prescrire. Moi, j'ai la chance d'être à l'Hôtel-Dieu, dans un hôpital de proximité. On se connaît très bien avec les radiologues. Dès qu'il y a besoin d'un scanner, on prescrit tout de suite le scanner. Et on a droit à ce scanner très vite. Mais c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Thérèse, cette femme qui est décédée suite à la morsure de chien d'un sepsis, d'une septicémie, elle était devant la porte des urgences. Sauf que les urgences étaient filtrées, comme on dit. Vous savez, ça a été la grande trouvaille ces derniers mois de dire il faut, avant d'aller aux urgences, il faut appeler le SAMU. Sauf que le SAMU est débordé, le temps de réponse au téléphone est grandissant, et vous avez des gens au téléphone qui n'ont pas le malade en face. Mais vous vous rendez compte, en 2024, en France, dans un pays censé être la 5e puissance du monde, vous avez une femme au téléphone avec sa sœur qui est devant l'entrée des urgences et dont l'accès a été interdit. Je reprends le mot dans le Parisien, interdit d'accès aux urgences. Mais ça met tout le monde dans une situation qui est intenable. Et en particulier, malheureusement, les soignants qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'exécuter. Vous savez, les blouses blanches, elles sont soumises ou elles sont démises. Et c'est là où on est sur un scandale d'État quasiment. Allez, 0826 300 300. Cyril qui est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir à vous. Je suis un de vos auditeurs les plus fidèles. Dès que je prends ma voiture tous les matins pour aller à l'hôpital à 6h40, je suis avec vous sur Sud Radio. Génial. Merci beaucoup. Donc voilà, oui, j'ai voulu effectivement prendre la parole parce que moi je suis brancardier dans un des hôpitaux des Yvelines. Et je peux vous dire que quand je prends mon service, effectivement, je m'occupe des urgences, je m'occupe des étages, et c'est pareil, c'est des lits sous tension qui sont pris, des lits qui devaient être gardés qui sont pris, les urgences c'est blindé à chaque fois, c'est-à-dire qu'en gros, je peux prendre mon service à 6h45, terminer ma journée vers 19h, et puis le lendemain matin, je me retrouve avec les mêmes patients qui n'ont pas bougé, et ça des fois pendant 2 à 3 jours. Et on a même... Des fois même, en fait, le souci que l'on a, c'est qu'on a énormément de patients psy aussi, qui causent énormément de problèmes dans nos services, notamment de violence, ça devient insupportable. C'est un témoignage. Ce que le collègue brancardier vit, c'est ce qu'on vit tous au quotidien, à Paris, en banlieue, en province, et l'agressivité, c'est important, parce qu'on dit souvent il y a de la violence, il y a de l'agressivité des patients. Alors ok, il y a de la violence gratuite, mais ça c'est 1% de la violence. 99% c'est de l'incivilité, parce que les gens, quand vous amenez votre grand-père qui a mal, quand vous êtes dans le stress, et quand vous voyez qu'en face il n'y a pas de réponse, que votre grand-père attend 2 jours sur un brancard inconfortable, il y a de quoi péter un câble, pardon. Donc là, cette agressivité, même si rien ne justifie la violence, mais on voit bien qu'on est dans un cercle vicieux qui met tout le monde sous tension, qui met les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les médecins sous tension aussi. Quand vous n'avez pas de réponse, on nous met dans des situations, vous savez, les psychiatres, ils parlent d'injonction paradoxale. On vous dit de faire plus, de faire mieux, mais avec de moins en moins de moyens. Et vous avez l'impression de faire un boulot qui est un boulot, vous arrivez la peur au ventre le matin au boulot, de peur de faire une erreur. Et c'est pour ça qu'il y a tant de démissions, c'est pour ça qu'il y a des burn-out aussi. Je parlais de psychiatres, mais on pourrait revenir aussi sur la psychiatrie, c'est un sujet majeur. De moins en moins de lits, on leur demande de faire une rentabilité, alors que la psychiatrie, par définition, c'est du temps avec les malades. Ça pose aussi, on voit que ça rejaillit sur tous les pans de la société, ça pose un problème de sécurité publique. Des gens qui avant étaient dans des services hospitalisés se retrouvent maintenant dans la nature sans aucune prise en charge psychiatrique. Et là, on peut en parler de la violence, on peut en parler de la récupération aussi, probablement avec des gens qui sont repris par des réseaux terroristes
ou autres, qui sont en réalité des gens qui sont malades. Et on voit bien que le problème de l'hôpital, c'est pas que le problème de l'hôpital ou des urgences, mais c'est un problème sociétal. Il faut réinvestir sur le système de santé, mais pour ça, il faut pas juste faire des annonces, il faut pas juste faire des punchlines de communication avec des petites mesurettes, d'aller chercher un émissaire pour aller chercher les médecins à l'étranger, etc. Mais il faut vraiment une vision et remettre à plat l'ensemble du système de santé. Les urgences, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Allez, Philippe Bidja. Justement, Gérald, dans la mesure où il n'est pas possible pour un pouvoir quel qu'il soit de remettre tout en cause sur le plan pragmatique, quelle serait, pour les urgences en tout cas, la première mesure vous mettriez en œuvre? Le politique, s'il avait une vision, il pourrait tout mettre en cause. Sauf que depuis 20 ou 30 ans, cette vision, elle est technocratique, administrative, avec uniquement une logique de je fais des gains de productivité, je ferme les hôpitaux, il faut diminuer les coûts. Dans ce pays, la santé, mais comme l'éducation, il faut une vision de long terme et pas une vision à court terme sur un an. Deuxièmement, ceux qui font doivent être ceux qui décident. Or, depuis 20 ou 30 ans, on a des gens qui ne sont pas des soignants, un directeur d'hôpital, et son boulot, je le connais pas, mais il connaît pas mon boulot non plus, sauf que c'est lui qui décide, et ce sont les mêmes qui sont aux manettes. Et vous savez, Einstein disait, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Et on est de plus en plus avec des gens qui ont tout pouvoir, et le pouvoir médical, il n'y en a plus. Pendant le Covid, ça a tourné. Pourquoi ? Ça a tourné parce que les soignants avaient les manettes. On repris les clés du camion. Oui. Exactement. Catherine Levrat. Non, mais on oublie peut-être, sur le problème des urgences, on oublie un point de base. Aujourd'hui, les mères de famille, dès que leur enfant a un tout petit peu de fièvre, ils les amènent en urgence. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas assez de généralistes, il n'y en a plus. Donc on va direct aux urgences et on engorge. Parce qu'un généraliste à 26,50 € la consultation qui fait 50 heures dans sa semaine, il n'a pas envie de se retaper des gardes en plus, et je le comprends. Donc ce qu'il faut faire, c'est non pas obliger les médecins à s'installer, c'est pas parce qu'on soigne pas bien quand on a un pistolet sur la tempe ou quand on a un couteau sous la gorge. On soigne bien quand on est heureux de soigner, quand on a envie. Et c'est pour ça qu'aller revenir sur l'obligation de garde, puisque le Premier ministre a parlé de revenir sur l'obligation de garde, c'est méconnaître complètement le problème et la motivation des gens. C'est méconnaître aussi la sociologie des médecins. Ça change beaucoup. 80% des futurs médecins sont des jeunes femmes qui auront des enfants, qui ont envie d'avoir une vie de famille aussi. Mais il faut à tout prix réinsister sur l'attractivité, rendre attractifs ces métiers-là. C'est comme ça qu'on arrivera à attirer du monde et à les garder. Alors, avant, c'était quand même une vocation, la médecine. Ça l'est de moins en moins. Il faut quand même avouer les choses. Merci. Avant, c'était une vocation. C'est une vocation, mais les jeunes, ils raisonnent aussi avec leur vie privée. Ils ont raison de le faire. En tout cas, merci beaucoup, Gérald Kirziak, d'avoir été avec nous, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo et auteur de Doctissimo. J'ai quoi ? J'ai dit quoi, Docto ? Doctissimo. Non, vous n'avez aucune preuve. J'ai des preuves.